Bonjour, déjà. Évidemment, on se voit dans un contexte particulièrement grave, particulièrement sérieux. La réunion que les camarades ont organisée sur l'assurance chômage, elle était prévue avant, mais évidemment, à part quelques personnes entourant le prince, il n'y avait pas d'infos sur le fait qu'on serait dans cette question de dissolution législative avec le RN aux portes du pouvoir. Et on doit parler évidemment de l'assurance chômage. Mais en guise d'introduction, avant de venir sur ce sujet-là, qui est un sujet en ce moment dans la campagne, et particulièrement ces jours-ci. D'ailleurs, Macron en a parlé tout à l'heure en disant quelque chose d'incompréhensible, donc je vais vous décrypter ce que nous on en comprend. La violence des réformes sociales, on l'a vu avec la réforme des retraites. Tout le monde a compris et cette réforme est passée au 49.3 l'année dernière. La retraite, c'est assez, entre guillemets, facile à expliquer parce que tout le monde pense avoir droit à une retraite, et à juste titre, et avait bien compris que le recul de l'âge, c'était un recul social pour tout le monde. L'assurance chômage, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on se dit je ne suis pas concerné ou je suis concerné que de façon épisodique. En réalité, il y a par exemple un élément qui montre... il y a eu une fuite de données à Pôle emploi à l'époque, enfin en tout début d'année, c'était au moment du changement entre Pôle emploi et France Travail. Une fuite de données qui en fait a montré que les données personnelles, en partie, heureusement pas coordonnées bancaires, de 43 millions de personnes ont fuité. 43 millions de personnes, c'est toutes celles et tous ceux qui ont été inscrits à un moment ou à un autre depuis la création de Pôle emploi jusqu'à la fin d'année. Donc 43 millions de personnes, sachant que la population active elle est de 33 millions de personnes, une année donnée, hein, donc 43 millions étalés sur... Ça veut dire que ça fait quand même presque une personne sur deux dans sa carrière à 55 ans maintenant, qui est passée par le chômage de façon brève ou longue. Mais voilà, donc c'est pas du tout un phénomène exceptionnel. Alors évidemment, il y en a qui le connaissent plus que d'autres. Il y a des gens qui connaissent du chômage de longue durée. Il y a des intérimaires, mon camarade Philippe, qui a beaucoup bataillé sur ce dossier-là, qui mettent des années. Et il y a des jeunes en particulier qui mettent 9 ans en moyenne à atteindre un premier CDI de leur vie. Sans parler des intermittents qui font exprès d'être précaires toute leur vie. Alors, voilà. J'ai oublié de me présenter, pardon. Je suis Denis Gravouille, j'ai été secrétaire général à la Fête du spectacle jusqu'à il y a 6 mois, pendant 10 ans, et maintenant je suis membre du bureau confédéral, je m'occupais déjà de l'assurance chômage, donc je suis dans la direction de la CGT en charge de la protection sociale, la Sécu, voilà. Bon. Et donc depuis le mois de juin. Sur les questions d'assurance chômage, vous avez déjà un petit résumé que je n'ai pas, donc peut-être vous me direz s'il y a des redites, hein, mais on est en plein dans la casse des droits sociaux qui nous amène et que Macron ne comprend pas comme étant des mesures qui vont favoriser l'emploi. Bon, évidemment, c'est totalement faux. On n'a jamais créé d'emploi en supprimant des droits aux chômeurs. On n'a jamais appris quelqu'un à nager en lui mettant la tête sous l'eau. Donc, c'est exactement ça. Hein. Mais je vous assure que les arguments qui sont écrits, c'est ça. Pour lutter contre l'alternance entre les contrats courts et le chômage, on va supprimer les droits au chômage. C'est écrit comme ça dans le futur décret. Et donc, toutes ces réformes-là, elles amènent à la montée de la pauvreté, elles amènent à ce que des centaines de milliers de personnes soient chaque année versées dans les minima sociaux, le RSA. Je fais par exemple référence à une pétition qu'a lancée Alain. Si vous allez voir sur alainchange.org, ça suffit. Alain, c'est une personne réelle, c'est un camarade de la CGT, mais c'est surtout une personne qui a été licenciée à 58 ans, qui a encore été au moment où les droits duraient jusqu'à 36 mois, donc 3 ans, qui donc s'est retrouvé au bout de 3 ans, bien qu'elle ayant essayé, on fait 400 demandes d'emploi, ayant eu un entretien d'embauche qui s'est pas soldé par une embauche, est arrivé en fin de droit, et lui, il s'est pris 6 mois dans la vue, 2 trimestres à cause de la réforme des retraites. Donc, il a 1 an où il n'a même pas le droit au RSA parce que, par ailleurs, heureusement, sa femme travaille, mais comme c'est conjugalisé, le droit au RSA, hein, et du coup, il n'a pas de revenus pendant 1 an. Et des Alain, il va y en avoir des centaines de milliers en plus, et sur des périodes encore plus longues, parce que non seulement Macron a reculé l'âge de la retraite, mais en plus, il est en train de raccourcir, il a déjà fait en 2023, mais il est encore en train d'essayer de raccourcir encore plus les droits au chômage. Là, je parle plutôt des seniors, mais par exemple, on dit seniors, mais à 55 ans, par exemple,
avant début 2023, tu avais 36 mois, comme Alain. C'est déjà passé à 27. Et là, si le décret passe, c'est 15. 15 mois la durée maximum. 15 mois au lieu de 36. Et si tu n'as pas retrouvé du boulot, bah, tu es un loser, tu n'as droit à rien. Voilà. Et puis, donc en gros, ce qu'on apprend, parce qu'évidemment, le gouvernement ne fait aucune étude d'impact, ces réformes, c'est 5 milliards d'économies. Alors, il dit 3,6, mais on a su depuis hier par l'UNEDIC que c'est plutôt entre 4 et 5 milliards 4. Enfin, donc c'est énorme, c'est un quart des dépenses d'assurance chômage. Vous imaginez ce que ça représente, qui auront été sabordées, si ça passe, au total de ces réformes. Et ce sont 300 000 personnes, surtout des jeunes justement, qui vont être exclus du droit parce qu'ils seront en dessous du seuil, qui doit être augmenté. Je renvoie aux écrits pour les détails et autres, mais en dessous du seuil. Par exemple, un intérimaire qui finit sa mission d'intérim de 6 mois le 2 décembre, si ça passe, parce que l'application est censée être au 1er décembre, il a 6 mois de chômage, pour l'instant, dans les règles actuelles. Et là, on va lui dire, ah ben non, il vous en manque 2. Donc, vous n'avez droit à rien. Donc ça fait partie des gens qui sont les 300 000 qui n'ont rien. Et puis, il y a 1 million de personnes sur les 2,3 millions d'indemnisés, donc plus de la moitié au total, qui, eux, verraient le droit raccourci ou baissé parce que, au passage, tout le monde est touché puisqu'ils ont prévu un système de calcul qui fait que déjà, on est passé de 24 à 18 mois et là, ça passerait à 15 mois. Je vous épargne la logique pour pas trop rentrer dans les détails techniques. Bref, là, on est face sur un dossier où l'assurance chômage, on est souvent que les convaincus à batailler, sur un sujet qui concerne des gens qui vont être concernés si le truc passe au 1er décembre, par des millions de personnes. Et avec une combinaison d'effets qui vont monter à 2025, 2026, 2027 et même encore après. Mais avant 2027, alors déjà on le disait ça avant dimanche dernier, mais la désespérance sociale entre la baisse des droits à la retraite et la baisse des droits au chômage, c'est une catastrophe et c'est le terreau pour l'extrême droite qui vient dire « Ah bah oui, mais nous on a les solutions ». Sauf que c'est des menteurs, puisque vous avez déjà vu Bardella en train de dire que sur les retraites, finalement... Donc, voilà, les journalistes m'ont demandé tout à l'heure, mais alors sur l'assurance chômage, vous pensez qu'ils vont faire quelque chose? Je dis non, je pense qu'ils feront comme sur les retraites, qu'ils mentent, parce que de toute façon, ils sont à coquiner avec le patronat. Je le dis, le patronat, ça fait un peu caricatural de dire ça, mais cet après-midi, il y a une commission qui était consultative, donc déjà, on s'assoit sur nos avis, qui recueille les avis, ce qui veut bien dire que le décret, il suit toujours son chemin, comme ils ont fini par l'avouer dans la journée de lundi soir, je l'ai tweeté lundi soir. Le décret, il continue. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, il était toujours à l'ordre du jour. Et les 5 organisations syndicales, heureusement, cette fois-ci, ont voté contre. Les 3 organisations patronales, MEDEF, CPME, UDP, ont voté pour. Voilà. Donc, c'est clair. Ils auraient même pu s'abstenir, par exemple, parce que leur accord, tu en as parlé... pourri du mois de novembre, qui était moins pire que ça, ils auraient pu dire « Ah oui, mais non, c'est pas notre accord, ça. » Non. Tant qu'on tape sur les chômeurs, ils sont d'accord. Donc, voilà. Alors, après ce tableau très sombre, et dans la période difficile que nous vivons, il faut juste se dire, déjà, vous êtes là, on est là, que on va pas du tout... L'option, c'est pas de se proposer de se suicider en sortant. Il se trouve que sur l'assurance chômage, la bataille est devenue un enjeu de la campagne. Les ministres ont été obligés de se justifier. Macron a été obligé de se justifier ce matin en disant... Alors, des journalistes appelaient pour dire « Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il retire pas ?» En fait, il ne retire pas, mais il dit « De toute façon, il y aura un autre gouvernement dans quelques semaines, il pourra toujours retirer parce que ça s'applique au 1er décembre. » La question du 1er décembre, elle est très importante. On le savait avant les élections. Ça nous donne, si ça avait été appliqué au 1er juillet, on était court. Mais appliqué au 1er décembre, ça nous laisse du temps pour faire beaucoup de choses. Évidemment, le contexte politique va jouer. Ça nous laisse du temps déjà pour faire un recours juridique avant que ça s'applique. Ça, on est déjà en train de fournir les armes, on n'a pas encore le texte définitif, mais on a la teneur. En référé, on verra bien ce que ça donne. Cette justice de classe du Conseil d'État va non plus trop y compter. Mais on a aussi le temps de faire un maximum d'actions sur ce sujet-là. Et au passage, plus on va se rapprocher du 1er décembre, plus ça va devenir concret pour un certain nombre de personnes. Parce que ceux qui ont des droits ouverts en cours, on ne peut pas leur retirer pour l'instant. Ceux qui vont arriver en renouvellement de droits, et donc très directement des CDD en particulier, qui vont se retrouver en fin de droit en décembre, là, il faut qu'ils soient au courant. Ceux qui vont être licenciés, parce qu'il y a une montée des plans sociaux très claire, différentes indications qui le montrent. La CGT a révélé
qui avait au moins 130 plans sociaux, dont plans de licenciement, disons les choses par leur nom, qui se préparent. Donc évidemment que ça s'inscrit, là je ne suis pas dans un meeting politique sur le Front populaire, sur la nécessité d'empêcher à la fois le libéralisme qui fait le terreau de l'extrême droite, mais il y a des luttes possibles à différents niveaux sur ce sujet-là en particulier, et c'est très concret. Évidemment qu'il faut, et une dernière chose, ça ne concerne pas que ceux qui sont potentiellement au chômage, potentiellement indemnisés ou plus ou pas, après le 1er décembre. Mais ça concerne la pression, évidemment, qu'on met sur tout le monde. Parce que derrière ça, c'est « ouais, mais revendique pas trop fort ta requalification de CDD en CDI, revendique pas trop fort une augmentation de salaire, parce qu'il y a le chômage pas indemnisé derrière. Déjà, il y a la pression du chômage, mais il y a le chômage potentiellement pas indemnisé. Et en plus, c'est une absurdité, puisqu'on sait très bien qu'en matière de politique de l'emploi et de transition écologique, par exemple, ou même de réindustrialisation en tenant compte de l'articulation entre écologie et environnement, il faut des métiers qualifiés, il faut des gens qui aient le temps de se former. Et tu as le temps de te former quand tu es indemnisé, tu as le temps d'envisager de rentrer en formation quand tu as le temps de voir venir, pas quand tu es dans la survie immédiate d'aller reprendre un petit boulot. Donc ça, et particulièrement les jeunes. Donc c'est évidemment, je m'arrête là pour l'instant, la période que nous vivons est particulièrement troublée, ça c'est clair. On met pas du tout de côté la question de l'assurance chômage. Et je termine là-dessus. On a fait, vous avez peut-être vu que les numéros 1 des 5 confédérations, Sophie Binet en tête, ont fait une conférence de presse qu'on avait organisée hier avec des chercheurs au CESE. C'est la première fois que je vois une salle 2 fois plus de monde encore qu'ici, rempli sur un dossier comme l'assurance chômage, parce que ça devient, d'abord parce que la violence de l'attaque est monstrueuse, et puis parce que ça devient un enjeu de la campagne de montrer que ni l'extrême droite, ni la droite libérale de Macron ne sont une perspective en matière de droits sociaux. Après, on peut prendre des questions et puis... Voilà, il y a peut-être... Est-ce que vous avez pour le coup des questions ou est-ce que... on va faire un micro du coup. Monsieur au fond. Moi, ce qui me chiffonne juridiquement et constitutionnellement, c'est comment un président peut être incohérent au point de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire sans remettre au peuple, c'est-à-dire on sait qu'il a un double discours schizophrénique, c'est-à-dire qu'il fait une chose depuis 7 ans, enfin il dit une chose depuis 7 ans, et il en fait une autre. Et là maintenant, ce qui est grave, c'est qu'il démontre par le fait qu'il s'assoit sur la représentation nationale pour passer en force un décret qui est le contraire du discours qu'il dit, qui s'en remet au peuple au mois de juillet. Donc comment peut-on juridiquement ou constitutionnellement s'opposer à ce hold-up en fait, démocratique? Alors, entièrement d'accord sur l'analyse politique, mais le sujet, il est politique, il est malheureusement pas juridique. Pourquoi? Parce que si la dissolution est immédiate, les travaux de l'Assemblée sont suspendus. Donc toutes les lois qui étaient en discussion, là il y avait des débats sur la loi fin de vie, mais il y avait aussi par exemple demain, jeudi 13, un groupe d'opposition, l'IOT, qui est un groupe un peu à charnière, la centre-gauche, mais qui a été très bien sur les retraites, et puis qui là avait porté une proposition parlementaire de loi, ce qu'on appelle une niche parlementaire. L'opposition a quelques journées, et il faut qu'ils se dépêchent de passer au vote, et en général, même quand ils arrivent à passer au vote, on leur retrouve « Ah bah non, article 40, vous n'avez pas le droit d'augmenter les dépenses. Ah, toc, le vote, vous ne l'avez pas fait avant minuit, c'est trop tard. » C'est déjà arrivé. Bon, donc, mais là, il se trouve que la proposition de loi Lyotte, elle disait un truc très simple. Le gouvernement n'a plus le droit de baisser les droits au chômage. On ne pouvait pas les augmenter, parce que sinon on nous a opposé un argument comme quoi c'est des dépenses non financées, mais il pouvait dire stop, les règles d'assurance chômage minimale, c'est au moins celles qu'elles sont, voilà, donc le décret ne peut pas avoir lieu. Alors évidemment, ça aurait été un long chemin, mais il se trouve que en commission, les renaissances ont été mis en minorité. Toute la gauche a voté pour, avec Lyotte. Les LR, bon, le RN a voté contre pour faire chier, mais on ne les croit pas, mais il a voté contre. Et les LR se sont abstenus
Parce que justement, ceux qui étaient là pensaient notamment aux seniors et autres. Donc, mise en minorité des renaissances en commission qui pouvait se reproduire et qui pouvait déboucher sur une motion de censure. Donc, effectivement, Macron, il s'évite ce débat-là. C'est pas la seule raison pour laquelle il a dissous, hein, mais il a évité ce truc-là. Donc, les débats au Parlement, enfin à l'Assemblée, sont stoppés en attendant qu'il y ait une nouvelle élection, un nouveau gouvernement, etc. Mais par contre, les décrets. Le gouvernement, il n'est pas encore en période de réserve. En période de réserve, c'est autour des élections, 15 jours avant. Il n'a pas le droit de prendre des décisions politiques. Mais de toute façon, il y a un flou juridique. Les décrets de ce qui a été décidé avant, soi-disant, puisque la loi l'autorise à prendre par décret, la loi qu'ils sont eux-mêmes fait voter. Donc, le décret, c'est possible. Il est aussi tout à fait possible qu'ils prennent un autre décret qui dise... Parce que ça, ce qui est vrai, c'est qu'au 1er juillet, du coup, les règles doivent être prolongées. Mais puisque leur décret prévoit de prolonger les règles du 1er juillet jusqu'à décembre, et puis ensuite de les casser. Le délai du 1er décembre, c'était uniquement un délai opérationnel. Il faut du temps à France Travail pour mettre les logiciels en route. 3-4 mois plus les vacances d'été. Mais du coup, il est tout à fait possible de faire un autre décret qui dit prorogation pour 6 mois, et on verra après, je m'en remets au peuple, comme tu dis. Voilà. Donc ça, ce serait loyal. Mais c'est pas, juridiquement, on n'a pas moyen de le contraindre, mais s'il faut compter sur la loyauté de Macron, là, évidemment, c'est clair que c'est un double discours. S'il n'y a pas de débat juridique, c'est que c'est un débat politique, on est tous d'accord là-dessus. Il suffit juste d'amener ce sujet-là dans la campagne pour montrer sa déloyauté sur son propre discours. C'est là où il enfume les gens depuis 7 ans. Bien sûr. On a dit que c'est sa bonne parole, mais derrière, il a pris les manettes pour faire complètement autre chose. Bien sûr. Et ça s'associe avec le RN, c'est continuer la même imposture. On est d'accord, tu as tout résumé, et c'est ce que les numéros 1 ont dit, que nos secrétaires généraux, dont Sophie, ont dit hier devant tout le monde. Mais donc, du coup, c'est pour ça que ça l'oblige à justifier. Ça l'oblige à justifier ce matin, à dire des trucs. Et puis, je peux même rajouter un point, hein, c'est que certains journalistes ont compris qu'il allait la retirer. Je leur dis non, il la retire pas, c'est en commission, ça continue. Il l'utilise comme un moyen de transaction, c'est totalement cynique, pour essayer de récupérer une partie de, soi-disant, la gauche de la Macronie, peut-être des Hollandais ou je sais pas quoi, Bernard Cazeneuve et autres, pour leur dire allez, je vous lâche l'assurance chômage, je ne l'ai pas encore publié, le décret, c'est un décret du Premier ministre. Voilà. Donc c'est un combat de ce mois de juin qui va de pair, d'abord l'obtenir son retrait, et d'autre part, évidemment, de montrer, comme tu dis, ce double langage et ce cynisme absolu. Moi, j'avais 2 questions, Denis. Quelle est ton analyse de la raison de cet agenda, alors que la caisse chômage est excédentaire? En gros, est-ce que c'est de la pression des agences de notation, comme on a pu l'entendre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vu les discours de Bruno Le Maire, de reprise en main par l'État de la gestion de la sécurité sociale, on s'est posé la question, est-ce que c'est la fin de l'UNEDIC et du paritarisme? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. L'agenda de Macron sur l'assurance chômage, il est écrit en 2014, puis dans son bouquin et autres. Son modèle, c'est le modèle des réformes faites par un autre libéral, soi-disant venu de la gauche, Schröder en Allemagne dans les années 2000, les réformes Hartz IV. Et on y arrive. C'est 1 an de seuil pour accéder, 1 an de travail pour accéder au chômage. Finalement, dans le décret, on n'en est pas loin. Et 1 an maximum d'indemnisation. Et au-delà duquel, tu tombes dans les minima sociaux. C'est ce qui se passe en Allemagne. Et le résultat, c'est que, alors eux, ils prétendent que l'Allemagne est plus prospère et autres. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font que ce n'est pas les réformes d'assurance chômage qui ont changé ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur les politiques européennes et la politique allemande en particulier. Mais surtout, par contre, socialement, les résultats directs des réformes Hartz IV, c'est qu'il y a 4 fois plus de travailleurs pauvres en Allemagne qu'en France proportionnellement, notamment chez les jeunes et notamment chez les vieux. Chez les seniors, pour ne pas être irrespectueux, mais chez les travailleurs proches de la retraite qui, elles, reculent. Donc tout ça a été écrit de cette façon-là.
Son agenda, c'est l'agenda libéral de l'OCDE et autres, de ceux qui viennent nous dire que non, mais l'État-providence, ça coûte trop cher, que ça empêche la créativité, l'inventivité et autres. On va faire de la flexi-sécurité, puis en fait, on voit surtout la flexi et pas de sécurité. Hein, donc c'est ça le mensonge. Donc l'idée, c'est d'avancer comme ça et de le faire coûte que coûte, parce qu'ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour des marchés, pour pouvoir dire à Choose France à Versailles, regardez, la France c'est attractif, et puis nous on continue à taper sur les droits sociaux. La France que vous connaissez, qui est tout le temps en grève, et ben moi je la mate. Et donc vous pouvez venir investir en France, et il espère que derrière ça ruisselle un peu, et qu'il arrivera à un taux d'emploi au sens du BIT, c'est-à-dire qui masque complètement la précarité, qui sera l'équivalent de l'Allemagne. Bon, ça marche même pas, parce qu'ils n'en sont pas là. Parce que l'intitulé de la réunion s'appelle « Loi plein emploi ». Loi plein emploi, c'est censé être... Alors, c'était 5% de chômage au sens du BIT, on a le plein emploi. 5% de chômage, ça fait encore pas loin de 3 millions de personnes qui sont au chômage total, plus 1 million de précaires. Là, on est à 6 millions. Mais même, moi, j'appelle pas ça le plein emploi. Mais de toute façon, ils sont en train de changer de chiffre. C'était 5, puis c'est 6, puis là, dans le décret, c'est 6,5 pour baisser les droits encore. Il y a un nouveau palier de baisse prévu si jamais ça passe en dessous de 6,5. Et après, on n'y reviendra plus. Ce sera définitivement baissé de 40%. Donc, c'est totalement à géométrie variable. 6,5, je vais vous faire rire, jaune, mais Mme Vautrin, en rendez-vous avec Sophie Binet, que j'accompagnais, elle dit, vous savez, 6,5, hein, c'est le taux de chômage de 1981. Bon, pour les plus anciens, 1981, on savait déjà qu'on était dans le chômage de masse. Hein. C'était pas du tout le plein emploi des années 60-70, début des 70. Plein emploi pour les hommes. Voilà. Donc il y a un agenda, pour finir, il y a un agenda qui est celui-là, qui est copier ces réformes faites en Allemagne libérale, beaucoup plus ce modèle-là que le modèle anglais, par exemple, mais il le fait sans se rendre compte qu'il le fait dans un moment où le RN est aux portes du pouvoir. C'est directement le fait de favoriser cette désespérance, elle alimente ça. Hein. On sait, par exemple, les gilets jaunes, même si c'est varié, même s'il y a des gens peu recommandables parmi eux, mais le cahier de doléances, une amie est en train de sortir un film qui s'appelle Les Doléances, qui passe bientôt sur France 3. Les cahiers de doléances à l'issue du mouvement des Gilets jaunes que Macron avait lâché et dont il n'a strictement rien fait, ils ne disent pas « virer les étrangers, il y en a marre de la sécurité ». Ils disent « je ne peux pas vivre avec ma pension de retraite, je ne peux pas vivre avec le RSA, je ne peux pas vivre dans mon village parce qu'il n'y a plus de services publics, je ne peux pas vivre dans ma région où on a fermé la maternité, le bureau de poste, le lycée, etc. » C'est ça que ça raconte, les cahiers de doléances. Et c'est ça qu'est en train d'aggraver Emmanuel Macron avec sa politique. Tu répondras sur le paritarisme quand même tout à l'heure. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est ça. Pardon, oui, je réponds tout de suite. Non, mais vas-y après. Ok, je reviendrai. Je l'intégrerai dans une autre réponse déjà longue. Ouais, merci déjà pour l'intervention. Alors dans la situation actuelle, on a en fait des partis d'extrême droite qui ont 40% au niveau des européennes, qui sont très proches du pouvoir quand même en France. Comment est-ce qu'on peut faire le lien justement avec ces sujets sociaux? Comment est-ce qu'on peut repartir à l'offensive aussi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un point de vue stratégique à avoir. Ces luttes sociales, c'est hyper rassembleur. Enfin, on l'a vu l'année dernière pendant la réforme des retraites, il y avait quand même des millions de gens dans la rue. Et en même temps, ça forcera le Rassemblement national à se positionner sur ces questions-là, là où actuellement il refuse de le faire. Voilà, Macron part d'un point de clarification. Clarifions les choses. Le RN, c'est l'imposture sociale. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. Hein. Je pense que je suis d'accord avec toi sur le fond, les luttes sociales. Une dissolution qui aura eu lieu dans la foulée d'un 49.3 raté, ce n'était pas un gouvernement du RN qui passait. C'est pas lui qui a mené la bataille. Il a essayé de se positionner par opportunisme, mais ce n'était pas du tout le même contexte. L'assurance chômage, comme je le disais en introduction, c'est un sujet pour lequel on a du mal à mobiliser. D'abord parce que les chômeurs, ça n'a pas de pouvoir, évidemment par la grève ou par l'action sur son lieu de travail, puisqu'il n'est pas censé n'est pas au travail. Bon, il y a des exceptions,
Bon, les intermittents du spectacle, parce qu'il y a eu des très fortes mobilisations dont on se souvient encore, qu'on va aboutir à des annulations par la grève, par exemple le Festival d'Avignon 2003, et du coup, un aller-retour permanent. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus. Tout près d'ici, il y a des syndicats des remontées mécaniques qui ont fait grève en 2021 on a failli obtenir, en tout cas dans l'accord très mauvais du mois de novembre signé par les autres, il y avait une disposition qui était un peu plus favorable, qui a baissé le seuil pour les saisonniers. C'est directement lié à cette lutte des camarades qui ont fait une journée de grève, y compris sur l'assurance chômage, dans les remontées mécaniques début 2021. Les assistantes maternelles, qui se sont beaucoup mobilisées en 2019 parce qu'il y avait beaucoup de sujets en même temps, qui les concernaient, et notamment un risque sur leur mode de calcul, qu'il n'y a pas d'annexe avec assistante maternelle, ce système-là a été épargné. Ils sont quand même touchés par une certaine partie de la baisse de droits, mais pas par le recalcul. Les marins et dockers sont aussi dans une annexe à part et n'ont pas été touchés par les décrets de 2023. Ils sont touchés par celui-là. Bon. Donc du coup, en le prenant par des endroits où on a des moyens de fonctionner, il faudrait qu'on arrive à développer ce genre de choses. Parce que personne ne se sent chômeur, même quand il est au chômage. Personne ne se sait en mesure de se battre collectivement, surtout quand il y a des situations comme ça, souvent de détresse. Mais par contre, si on arrive à le prendre par organiser les précaires, parce que il faut bien le dire, les chômeurs, la plupart, ils travaillent. En réalité, ils travaillent, mais ils travaillent dans des petits boulots. Il faut arriver. Alors, c'est difficile de se mobiliser quand on est précaire, évidemment, se mettre en grève, quand on risque de pas se faire reprendre, même pas besoin de se faire virer. Mais il se trouve qu'il y a moyen de le faire, surtout si on le fait de façon solidaire. Ça, c'est un moyen. On a beaucoup parlé de ça avec l'intérim. Le seul moyen d'y arriver pour les intérimaires, c'est de le faire en lien avec les salariés des entreprises donneurs d'ordre, des mêmes collectifs de travail. C'est difficile, on est d'accord, mais c'est absolument ça qu'on doit faire. Bon, dans la période, je n'ai pas de recette toute faite non plus, mais des actions d'ici le mois de juin, il faut en faire. Parce que là, on feuilletonne sur l'assurance chômage. D'habitude, c'est un sujet, ça passe crème, allez hop. Même au mois de novembre, personne n'en a vraiment parlé de la baisse des droits qui était prévue par l'accord MEDEF-ANCO. Là. Heureusement, on est sur une autre position des syndicats là. Mais là, c'est un caillou dans la chaussure de Macron. On peut continuer à s'en servir dans la campagne avec des actions. Puis il faut interpeller les différents élus. Évidemment qu'on ne parle pas au RN. Si on se retrouve avec eux, on les mettra face à leurs contradictions. Mais les LR là, et autres, ceux qui ne sont pas encore passés avec Ciotti, faut leur dire. Ils ont voté, ils voulaient voter ou s'abstenir sur la PPL Lyot. Il faut leur montrer les conséquences concrètes dans leur circonscription de quelqu'un qui a par exemple 55 ans. Ils sont plus touchés bizarrement par les situations des personnes âgées, enfin des personnes de plus de 50 ans, que pour les jeunes. Bon, mais quand même, les 55 ans, là, ça en interroge certains. Donc il faut aller au contact au maximum, et puis il faut mener ces luttes en lien avec la précarité, la qualité du travail, l'emploi et autres. Mais ça, on peut s'organiser. Et je termine par un exemple. On était au Festival de Cannes, je viens du cinéma. Bon, Sophie venait pour la première fois à Cannes, évidemment pas pour les paillettes, mais pour rencontrer ceux qui travaillent beaucoup derrière. C'était formidable un moment de se retrouver à l'UL de Cannes avec collectif des précaires du festival, pas mal de petites mains, comme on dit, de gens qui passent forcément d'un CDD à un autre. Même au Festival de Cannes, on ne va pas embaucher 1200 permanents à l'année. Et une camarade gardienne de troupeau d'un syndicat CGT aussi, qui se battent aussi, qui ont des contrats de plusieurs mois sur une saison évidemment plutôt d'été, enfin printemps-été, et d'arriver à se rendre compte que c'est les mêmes personnes, enfin les personnes concernées par les mêmes sujets de droits sociaux alors que c'est des métiers complètement différents. Merci pour l'intervention. J'avais une question du coup qui fait un petit peu le lien avec ce qui était dit. C'était sur comment aller chercher les gens pour s'opposer à cette réforme de l'assurance chômage. Du coup, comme dit au début de l'intervention, pour la réforme des retraites, les collègues voyaient très bien ce que la réforme représentait. Par contre, du coup, pour cette réforme, ça paraît un peu plus difficile, notamment à cause du stigmate qui est porté sur les privés d'emploi. On le voit bien avec typiquement les propos répétés sans cesse, il faut que le travail paye plus que le chômage, etc. Et du coup l'association régulière entre les privés d'emploi, du coup on dit plus souvent chômeurs et profiteurs, etc. Et du coup voilà, c'était un peu une question sur comment lutter contre ce discours et comment convaincre les collègues, quoi.
Alors, déjà, en développant un certain nombre d'arguments, qui a déjà connu des périodes de chômage dans sa vie? Je sais pas, un petit sondage ici. Voilà. Bon, j'imagine que vu le thème de la réunion, c'est sûr qu'on est déjà avec des gens concernés. Mais faites l'essai avec une assemblée à différents endroits, ben on va en trouver beaucoup. Même des camarades ou des collègues qui travaillent dans la fonction publique, des gens qui ont... Tout le monde n'est pas rentré dans la fonction publique juste après le bac. Il y a une copine des finances publiques qui me disait que la moitié de ses collègues sont passés par le privé avant et ont connu des périodes de chômage. Les cadres mettent presque autant de temps, il y a presque autant de cadres qui mettent plus d'1 an à retrouver du travail. C'est 22% pour l'ensemble et 20% pour les cadres. J'ai croisé une camarade à l'UL de Montreuil qui me disait, informatique, on va dire l'informatique, il y a du boulot pour tout le monde. Bah, elle a mis 1 an et demi à retrouver du boulot en acceptant d'aller bosser dans une administration à un salaire de 30% de moindre. Donc c'est clairement, cette réforme, c'est aussi une façon d'obliger, comme l'augmentation du seuil des CDD ou le raccourcissement, d'ailleurs ils le disent, hein, ah ouais mais ça accélère le retour à l'emploi. Ça accélère le retour à l'emploi aux conditions des patrons pour 3% des gens. En réalité, ça ne crée aucun emploi, mais ça accélère le fait d'aller vers les emplois que tu ne voulais pas parce que c'est en dessous de ta qualification. Donc c'est ce débat-là qu'il faut faire en lien avec salaire et autres. Puis après, il y a des arguments pour démonter. On essaye de les donner, les argumentaires, sur le chômeur feignant profiteur. Bon, bah déjà, il y a 38% des inscrits à France Travail qui sont indemnisés. Donc si le fait de ne pas être indemnisé crée du plein emploi et trouver un emploi facilement pour les autres, ça veut dire que tu as 4 millions de personnes qui auraient trouvé tout de suite un emploi facilement. Ou alors ils sont tellement feignants qu'ils ne veulent même pas être indemnisés. Ouais, c'est fou. Mais t'entends les trucs qui te disent les jeunes préfèrent les CDD au CDI. Tu vas trouver des situations comme ça. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on te propose comme emploi, comme salaire, comme conditions de travail? Bon, n'empêche que tu as travaillé, tu as cotisé, tu as le droit de choisir. Tu n'es pas obligé d'accepter uniquement ce que les patrons ont à proposer. Donc ça, c'est des arguments comme ça. Et puis alors, sur le travail, le travail doit toujours payer plus que le chômage. Il se trouve que c'est déjà inscrit dans la loi depuis 40 ans. Dans la loi, il y a un article qui dit « Au chômage, ton indemnisation, de toute façon, ne pourra pas être supérieure à 75% de ton ancien salaire. » Ça existe déjà depuis 40 ans. Donc évidemment, c'est assez agréable quand tu te retrouves sur BFM, ce qui m'est arrivé, face à un député macroniste qui dit « Oui, mais je dis c'est dommage, vous ne savez pas lire la loi pour un député. » Mais il y a une mesure, par exemple, qui est des incitatives à l'emploi. C'est celle que Macron a fait en 2021. Le changement de mode de calcul du salaire journalier de référence, je ne vous sors pas les tableaux et les chiffres, hein, mais pour faire simple, prenons encore un intérimaire. Comme j'ai des camarades de l'intérim, je fais très concrètement. Un intérimaire qui a une mission d'intérim d'1 an, par exemple. Bon, il a des droits au chômage. Mais s'il a une mission d'intérim de 11 mois, puis qu'il attend 1 an parce qu'il n'a pas trouvé avant pour faire 1 mois de plus, on se dit il a 12 mois comme l'autre. Non, parce que comme il y a eu des périodes de chômage entre les deux, le mode de calcul a changé, on ne fait plus la moyenne entre tes salaires divisés par le nombre de jours de travail, mais les salaires divisés par le nombre de jours sur lesquels se sont étalés les contrats. C'est la brillante réforme de 2021 qu'on a réussi à amoindrir mais pas à empêcher. Là, ce petit contrat à la fin, que tu n'aurais surtout pas dû prendre, il te fait baisser tes allocations chômage de moitié. Encore pire, tu sors des études, tu fais un petit boulot d'une journée, déclarer un babysitting, la famille, elle veut pas que ce soit au noir, elle te fait un contrat, et tu fais ton contrat, puis 1 an après, tu fais ta mission d'intérim. Tu arrives à France Travail, on te dit, alors voilà, il y a une journée ici, puis après il y a 1 an de chômage, puis après il y a 1 an d'intérim. Bon, c'est sur 2 ans, on divise tous les salaires sur 2 ans. J'aurais pas dû accepter ma journée de babysitting. Non, fallait pas, mais tu le savais pas. C'est ça la réforme 2021. Donc quand tu dis ça à la ministre, déjà elle n'a pas compris, je vous assure que c'est vrai. Et puis tu lui dis, donc retirez cette mesure, parce que c'est la seule mesure qu'on connaisse qui est des incitatives à prendre un emploi, dans la mesure où les gens le savent, parce qu'évidemment, 99,99% des chômeurs ne sont pas au courant et se font avoir.
Merci à nouveau pour l'intervention. J'ai une question sur, bon alors en l'état actuel des choses, les syndicats sont beaucoup plus implantés parmi les gens qui ont une situation stable. Ça c'est logique en soi, mais est-ce que c'est une fatalité, c'est juste le fait que d'être précaire, c'est par essence un truc qui éloigne du syndicat parce qu'on a du mal à... Ou est-ce qu'il y aurait des choses à faire évoluer? Est-ce que vous avez des pistes d'évolution de comment nous on est structuré, de comment nous on s'organise pour essayer d'améliorer ces choses-là? On sait qu'on a des problèmes qu'on se pose des fois, typiquement les collectifs de précaires. On a toujours un problème de base, par essence, c'est que les moyens sont difficiles à trouver, dépend un peu de solidarité des autres. Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer à ce niveau-là? Alors, en l'occurrence, du côté CGT, même si ce n'est pas la panacée, on organise dans un comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires avec des comités locaux, en lien avec les UD, avec les unions locales, des comités de privés d'emploi. Alors, les comités de privés d'emploi, évidemment, le problème c'est que pour militer, déjà c'est difficile quand tu es en train de travailler. Si tu es au chômage, que tu cherches du boulot en même temps, ou que tu es encore plus si tu n'es pas indemnisé, c'est difficile de militer. Mais donc ça veut dire qu'on n'a pas on peut pas embaucher des permanents pour s'occuper de tous les comités privés d'emploi et locaux. Mais par contre, on peut quand même mener des luttes de cette façon-là, et le travail peut être fait parce qu'effectivement, bon, les moyens ne sont pas extensibles, puis on les a réduits avec les lois Macron, hein. Évidemment, on a perdu de nombreuses heures pour les représentants du personnel avec le passage en CSE, mais on est quand même en mesure de faire régulièrement des réunions. Alors, il faut changer, il faut faire progresser notre culture. Dans plein d'endroits encore, effectivement, on est concentré sur des moyens, et encore plus dans le public, parce qu'heureusement, il y en a plus dans le public que dans le privé, sur ceux qui sont en emploi statutaire et autres. Mais de plus en plus, ça se développe. Même dans le public, il y a des collectifs anti-précarité dans différents endroits pour exiger des embauches, parce que du coup, ça part avec ça. Hein, c'est exiger des embauches, parce que la question du chômage, on a plein de solutions pour le résoudre. Par exemple, il manque 300 000 emplois dans la santé. Et 300 000 emplois pour pouvoir n'avoir aucune urgence qui soit fermée, pour qu'il n'y ait pas de classe surchargée, qu'on ait du monde dans tous les services publics dont on a besoin et plutôt que de les voir fermés. Bon, ça suppose d'arrêter de supprimer des postes dans la fonction publique. En matière d'emploi privé, on a aussi beaucoup de propositions, y compris en matière de réindustrialisation, plutôt que de renvoyer, par exemple, en ce moment, toutes les fonderies dans la métallurgie qui travaillaient notamment sur les voitures au diesel sont en train de fermer. Ok, peut-être qu'il faut se passer du diesel, je suis pour, mais on pourrait très bien les reconvertir en fabriquant autre chose, des transports moins polluants. Je ne lance pas le débat ici sur le coût écologique des batteries et autres, mais enfin, bon, en tout cas, on peut travailler, plutôt que de toute façon d'importer des matériaux qui ont été produits dans des pays où il y a encore moins de droits. Donc, alors ça ne rend pas concrètement à ta question, mais des comités de privés d'emploi, on peut en avoir beaucoup plus. On peut les animer en lien avec ceux qui travaillent, parce que c'est très très important. D'abord, normalement, les privés d'emploi, il faut faire en sorte qu'ils le restent le moins longtemps possible. Et j'ai une dernière idée qui m'a échappé. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est comment on arrive à le faire, parce que, encore une fois, la pression qui est mise sur les privés d'emploi, en fait, c'est la pression qui est mise sur ceux qui ont un travail aussi ou qui pourraient l'avoir. Il faut qu'on arrive à faire le lien entre les deux. Oui, ma dernière idée, c'est... je lisais dans un petit bouquin d'Alain Guinaud, qui a été membre du bureau confédéral du temps de Georges Segui et autres, que dans les années 70, en 1980 pour être précis, dans le patio à la CGT, si vous êtes déjà allé, c'est assez grand, il y a eu une réunion avec 700 jeunes chômeurs. Je lui ai demandé à Alain, je discutais avec lui, il me dit, bah oui, les 700 jeunes chômeurs à l'époque, en 1980, pour l'essentiel, c'était des gens qui avaient été licenciés, parce qu'ils étaient les premiers à être licenciés dans les plans sociaux des années 70-80. C'est les jeunes, les derniers arrivés qu'on vire. Donc, ils avaient connu un syndicat, ils avaient connu dans la boîte, ils avaient connu un collectif de travail, il y a eu des CDI. Là, 700 jeunes chômeurs aujourd'hui, 700 personnes qui n'ont jamais connu de CDI. Quand même peut-être jamais connu de CDD parce qu'on leur a filé que des emplois, soi-disant, d'autres entrepreneurs, livreurs à vélo ou autres. Donc c'est plus difficile
déjà de les trouver. Mais bon, voilà, on peut y arriver si déjà on essaie de s'adresser à eux. Merci beaucoup. Une question peut-être, ce qui concerne beaucoup plus pragmatique. Dans la loi, il apparaît que les chômeurs et les gens au RSA devront travailler 15 heures minimum par semaine. Comment ils envisagent d'appliquer ça? Quelle proposition va leur faire France Travail ou je ne sais quoi? Et s'ils ne trouvent pas une telle régularité dans le travail, quelles sont les conséquences? Alors ça c'est un point important, parce que là pour l'instant on est assez concentré sur cette abomination de décret qui baisse les droits à partir du 1er décembre si ça passe. Mais effectivement, il y a le dossier France Travail dans son ensemble, qui est donc instauré par la loi dite plein emploi. Encore une fois, tu disais au fond, le champion du double langage, c'est on a déjà eu en 2018 la loi Choisis ton avenir professionnel, donc on choisit la précarité, on te l'impose, mais tu choisis. Et là, c'est choisir le plein emploi. Alors, le plein emploi précaire, on en a déjà parlé. Mais donc concrètement, pour l'instant, la seule chose qui a changé, et encore pas sur tous les frontons, c'est qu'on a transformé Pôle emploi en France Travail. Bon, on n'a rien vu d'autre de changer. Hein. Par contre, à partir du 1er janvier 2025, s'ils tiennent leur programme, on verra bien comment ça se passer, la loi prévoit que tous ceux qui sont inscrits au RSA seront d'office inscrits à France Travail. Tous ceux qui ont eu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc par les maisons les MDPH, seront inscrits automatiquement. Tu ne veux pas le dire à ton employeur parce que tu as un problème de dos, tous les handicaps ne sont pas visibles comme les gens en fauteuil. Hein. Mais donc là, hop, ça y est, ce sera au passage très pratique pour que les employeurs augmentent leur quota artificiellement de travailleurs handicapés et atteignent enfin les 6% prévus par la loi qu'ils ne respectent pas. On est à 3,8. Mais pour les RSA, par exemple, il n'y a que 40% des allocataires du RSA qui sont aussi inscrits actuellement à France Travail. Et 60% des autres, on peut penser d'ailleurs que ce sont ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi et qui ont plus besoin de soutien et d'aide. À la place, dans la loi, c'est ce qu'on a dénoncé, on a juré que non, il n'y a que des sanctions. Il y a une batterie de sanctions, mais il y a des sanctions remobilisation. Un petit coup de taser et tu vas retourner au boulot. Tu vois, on va te supprimer 2 mois, on va te suspendre 2 mois les allocations et ça va te motiver à aller rechercher n'importe quel taf. Alors, ça commence par des expérimentations pour les allocataires du RSA. Il y a 2 semaines, j'étais à un débat à Bordeaux où j'avais en face de moi donc un député de la majorité, puis le monsieur expérimentation de Tourcoing. Tourcoing, c'est dans le nord, c'est la ville de Darmanin. Donc, ils ont mis, il y a 3000 allocataires du RSA dans le coin. Alors, monsieur, il nous vendait sa maison témoin. Hein. Il vendait sa maison témoin, c'était super. On a mobilisé, on a 56 conseillers qui s'occupent de ces 3000 personnes. On leur trouve 15 à 20 heures d'activité. Alors, les 15 heures d'activité, c'est t'as été chez le coiffeur pour aller en emploi? Ok, allez, on note 1 heure, voilà. Bon. Mais quand même, il y a des gens, on a déjà des exemples de gens qui se sont fait sanctionner parce qu'ils n'avaient pas pu aller à tel ou tel rendez-vous. Un gars qui nous a contacté à la CGT, j'étais en train de conduire mon père à l'hôpital, je n'ai pas pu le rendez-vous, je n'ai pas pu prévenir, pof, voilà. C'est des sanctions comme ça. Mais surtout, que tu fais le calcul avec le même gars, je lui dis, alors si je compte bien, vous avez donc pour 3000 allocataires du RSA, vous avez donc 56 conseillers, c'est vachement bien, puis vous faites plein d'activités, puis même il y avait des services de santé, il n'y a plus de service de santé au travail pour les demandeurs d'emploi, mais là ils ont mis un petit service de santé, bon, voilà. Mais donc, vous me montrez des chiffres sur le département. Alors, j'ai plus le nombre d'allocataires du RSA en tête, mais par contre, je me rappelle avoir fait une règle de 3 vite fait. Je leur dis donc, il faut 1700 personnes, rien que pour le département du Nord, de plus, une fois que ce sera généralisé. À l'échelon de la France, ça fait autour de 100 000 embauches à France Travail pour qu'il reste un portefeuille où on s'occupe bien des gens, parce qu'il n'y aurait que 60 personnes dans le portefeuille, comme ils disent, du conseiller. Donc, il faut un budget conséquent. Là, il se trouve que le budget de France Travail, la contribution de l'État, va baisser. 80%, c'est piqué à l'UNEDIC sur les allocations chômage. Et 20% de l'État, ça va baisser en euros constants. Donc, ça reste au même chiffre. Et encore, le DG, il était content de ne pas avoir eu une baisse. Voilà. Lui-même, il l'a dit, mais je ne pourrais pas faire l'accompagnement, donc il va rester les sanctions. Donc ça, c'est
Tout se combine au 1er janvier, enfin au début de l'année 2025. C'est baisse des droits, la promesse qu'on va t'accompagner, beaucoup plus de monde au RSA, et que ceux qui sont au RSA, on va être accompagnés. Ben, on va avoir des radiations en masse, donc ils vont finir par le faire baisser le taux de chômage. Mais pas de la façon via un retour à l'emploi. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne avec la réforme Hartz IV. Donc évidemment, le danger, c'est cette année, c'est la fin d'année 2024 et le début 2025, et c'est là que ça va devenir concret. Alors, moi, du coup, c'est une question donc, un peu ouverte au débat aussi. En fait, moi, j'ai l'impression que l'une des clés de la victoire, c'est la réunification des syndicats de lutte. Et que justement, ce qui est imposé aujourd'hui, donc, du coup, par le patronat, notamment, comme tu as dit, sur l'assurance chômage, ben, justement, c'est ce genre de choses qui pourraient être une source de lutte rassembleuse, en fait. Et je pense que aujourd'hui, on peut légitimement imaginer que les prochaines luttes seront encore bien plus rudes. Et je me demandais si, selon toi, l'objet de la réunification syndicale serait une des premières pierres à l'édifice pour reconquérir nos droits, quoi. Alors, l'objet de la réunification syndicale ou l'unification syndicale, c'est dans l'ADN de la CGT, depuis sa construction. C'est plutôt la division syndicale qui nous a affaiblis, entre autres, pas que, mais entre autres, oui. Alors là, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire immédiatement, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire une réunification syndicale d'ici la fin juin, hein, pour empêcher la fin d'assurance chômage et le pass. Mais c'est une discussion. Il y a des choses positives de la bataille en intersyndicale sur les retraites. Bon, moi, je ne crois pas que l'horizon d'avoir un seul syndicat, comme l'était la CGT à la création, soit possible dans l'état actuel. Mais en tout cas, l'éparpillement syndical, ça c'est sûr. Il y a des discussions en cours très approfondies avec la FSU. C'est pas simple, mais bon, la FSU, c'est le premier syndicat dans l'éducation nationale, et toutes les luttes se font ensemble. D'ailleurs, sur l'assurance chômage, on fait tous les recours ensemble. C'est plus compliqué avec d'autres. Bon, Solidaires, qui ont lutté souvent, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce processus, ils ont le droit, mais c'est une question. Bon, après, la question, c'est qu'il ne suffit pas d'additionner l'état de nos forces actuelles. On a besoin de se développer. La première des choses, c'est d'aller syndiquer des gens qui ne le sont pas, et de les organiser. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, en ce moment, il y a eu, bon, il faut bien le dire aussi, la CGT perdait des adhérents, pas partout, mais ça dépendait aussi de secteurs industriels en difficulté. Là, on est visiblement, toujours avec du retard quand on regarde les chiffres, on est en train de stabiliser et de remonter. Et il y a des vagues d'adhésion. Bon, je dois dire que chaque fois que Sophie Binet parle à la radio, on a 100 adhésions dans la semaine qui suit. C'est quand même un constat. Là, la période politique aussi fait que ça remonte. Mais il faut que ce soit un phénomène encore plus massif pour qu'on puisse peser. Parce que ce qu'on analyse, je dis un peu vite tout à l'heure que la réforme des retraites est passée au 49.3. Ça, on connaît le processus scandaleux de la Ve République et de la façon dont Macron l'a utilisé. Mais si on avait été beaucoup plus nombreux, syndiqués, en grève, en mesure de faire grève et autres, on aurait aussi pesé beaucoup plus. C'est aussi ce qui a été analysé. Donc c'est sûr que... après... Comme pour la grève générale, je n'ai pas le bouton là, sur le téléphone, l'appli, mais c'est sûr que c'est une orientation sur laquelle il faut absolument se battre. Merci pour votre intervention. Je voudrais juste quelques précisions. Je voudrais savoir si la CGT a établi un bilan, puisque les réformes concernant l'assurance chômage se sont succédées sur une courte période. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer, par exemple, le nombre de personnes qui pouvaient être indemnisées, et de par les nouvelles conditions basculer dans le RSA? Ça, c'est une chose. Et puis, j'ai eu vent d'une note, alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement, d'une note interne au niveau de France Travail, comme quoi sur l'année qui vient de s'écouler, le nombre d'altercations entre personnel de France Travail et des chômeurs, paraît-il, progressé de façon très très grande.
et voire même a été enregistré au niveau du personnel le fait que bon nombre de chômeurs ont évoqué la tentation du suicide. Alors je voudrais savoir voilà, ce qu'il en est, les informations que vous pouvez avoir concernant ces deux sujets. Alors, bon, normalement, en démocratie, un gouvernement devrait rendre des comptes et devrait évaluer une réforme, puisque du coup, ils se prétendent que c'est ce qui va permettre de retrouver l'amélioration de l'emploi. Il est censé d'ailleurs fournir au Parlement tous les ans une étude, au moins a posteriori, de ces réformes sur l'assurance chômage. C'est dans la loi qu'ils ont votée eux-mêmes en 2018. Ils avaient lâché ça à l'opposition. L'opposition, en particulier Pierre Dharréville, par exemple, un député avec qui on travaille souvent, député communiste de Martigues, avait fait passer cet amendement, et donc jamais ils le font. Donc, pareil, quand ils annoncent la nouvelle réforme, d'une part, ils ont mis un comité d'évaluation de la réforme 2021. Carrément, tu as Marc Ferracci, témoin de mariage de Macron, qui dit oui, la réforme, ça montre. Voilà. Non, les chercheurs qui sont dedans, et ont été plusieurs à faire une tribune en disant attendez, on a à peine commencé les travaux d'évaluation, on a quelques éléments intermédiaires qui montrent plutôt que ça n'a pas d'effet pour l'emploi, mais que c'est plutôt une précarisation, mais on n'a pas fini nos travaux, parce qu'il y a un temps d'analyse si on veut être sérieux scientifiquement. Donc il n'y a pas d'évaluation. Et pareil, jamais d'étude d'impact a priori sur le truc. D'ailleurs, ils disent au doigt mouillé, ça va faire 3,6 milliards. Il faut attendre les chiffres. Alors, l'UNEDIC donne des évaluations avant ou après, et avec un travail sérieux. L'UNEDIC est donc l'association, loi 1901, enfin qui gère des milliards, mais qui, avant, tout le monde connaissait les ACDIC. Il y avait l'UNEDIC, le chapeau, puis on allait aux ACDIC pour faire son allocation. Depuis Pôle emploi, maintenant France Travail, c'est plus que théoriquement la définition des règles, et encore, le gouvernement prend la main. Et puis, c'est la gestion des comptes et des statistiques. Alors, pour le coup, là, on a des statistiques. On a des statistiques, par exemple, il n'y a que l'UNEDIC qui a fourni les effets des précédentes réformes en expliquant que, par exemple, on est passé de 43% de ceux qui sont inscrits à maintenant 38% seulement d'indemnisés, que ceux qui sont indemnisés sont passés de 17 à 40% à être en dessous du seuil de pauvreté, dans ceux qui sont indemnisés. Hein. La location moyenne, elle est en dessous du seuil de pauvreté. Elle est à 1022 € alors que le seuil de pauvreté est à 1100, un truc comme ça. Bon, donc ça, on a des éléments comme ça. Donc avec ça, on peut argumenter, en disant presque 2/3 des chômeurs ne sont pas indemnisés, 40% de ceux qui le sont à moins de 1000 €. On a des allocations à quelques dizaines d'euros par jour, notamment avec des temps partiels. On a des effets. On a un économiste, par exemple, Michael Zemmour, qui était à la conférence de presse hier, il dit, en gros, c'est lui qui nous a sorti le chiffre en disant, en gros, 1/4 des dépenses d'assurance chômage auront été flinguées en plusieurs réformes. Donc tout ça, ça se traduit. Alors là, j'espérais avoir ce matin la traduction concrète du décret. L'UNEDIC a donné des chiffrages, mais n'a pas encore donné plus précisément, par catégorie, les perdants. Ils nous ont juste dit, ce qui est déjà beaucoup, puisque le gouvernement ne l'a pas dit, qu'il y avait entre 250 000 et 300 000 personnes qui vont être exclues du droit, qui n'atteindront pas. Il y a des intérimaires dont je parlais, l'exemple dont je prenais. Et puis 1 million d'autres à peu près qui vont voir leurs droits baisser, soit en durée, soit en montant. Donc ça veut dire que c'est déjà énorme. Et ça, c'est par an. Ce n'est pas forcément les mêmes individus. Il y a des gens qui changent, heureusement, qui retrouvent du boulot. Mais il faut des études plus précises. Pour l'instant, l'UNEDIC dit ce que l'on subodorait, puisqu'elle dit la perte de droits des 300 000, ça va être surtout des jeunes, puisque c'est souvent des précaires. Alors que la baisse des droits, ça va être surtout des personnes qui auront perdu un emploi, c'est un peu tout le monde, mais notamment des personnes licenciées après 50, 60 ans. La question des femmes dont tu parles, c'est une question qu'on essaye de documenter parce que c'est pas facile à voir dans les statistiques. Il y a des précarités différentes, mais qui se retrouvent. Voilà, on trouve par exemple dans l'intérim plutôt des métiers masculins dans l'industrie, et puis des femmes dans l'aide à la personne avec des temps partiels, dans le ménage, dans la garde d'enfants et autres dans le soin. Donc ça, il faut qu'on regarde dans les détails, mais clairement, c'est une réforme qui va être particulièrement difficile, parce qu'on sait que par exemple pour les femmes, c'est encore plus dur que pour les hommes de retrouver du boulot à 57, 58 ans. Donc
ça, c'est ce genre de choses qu'il faut évaluer. Mais de toute façon, on voit déjà un certain nombre de choses. Alors, je pourrais rentrer dans les détails, mais pour répondre peut-être à deux autres questions. Oui, la montée des incidents et autres. Alors, il y a eu des agressivités. Alors, les salariés qui sont à France Travail ont le droit de ne pas les subir, mais enfin, il se trouve que, clairement, on dresse les gens les uns contre les autres. Mais les incivilités, alors il y a eu un meurtre à Valence, sans doute un cas très particulier, mais des agressions, il y en a. Mais par contre, il y a surtout une montée de la désespérance et des menaces de suicide, ça c'est clair, qui est aussi une violence tournée vers les agents au guichet. C'est un document interne en fait, qui a été débattu au CSE central de France Travail, tellement c'est devenu un problème. Après, il y a deux réponses à ça. On a malheureusement une partie du personnel soutenu par les syndicats qui se disent très bien, on va tout mettre à distance, on va tout faire de l'accueil numérique et puis on continue de développer. Déjà, on ne peut plus venir que sur rendez-vous l'après-midi et autres, on est plus tranquille. Puis les syndicats CGT qui disent non, il faut absolument d'avoir plus de monde pour pouvoir recevoir les gens correctement puis arrêter de baisser les droits. Pas que CGT d'ailleurs, les FSU solidaires disent la même chose, mais il y a un peu quand même ce débat-là, un peu compliqué sur les deux côtés du guichet. Et un élément, là, parmi les 4 universitaires que nous avions invités hier à la conférence de presse, donc il y avait Michael Zemmour, que vous avez vu largement économiste sur les questions de retraite, qui est formidable. C'était drôle, on a mis un autre économiste de droite avec qui on s'est beaucoup battu, notamment sur les intermittents, Bruno Coquet, mais qui là venait de dire des trucs pour démonter la réforme avec des arguments de droite, c'était bien de l'avoir. Une sociologue, Claire Vivès, qui a bossé avec Mathieu Grégoire sur une des grosses analyses de l'évolution des droits. Et Dominique L'Huillier, qui est une psychologue du travail que je ne connaissais pas il y a 15 jours, mais j'ai vu sa tribune dans Le Monde le 30 mai, et elle parle de la santé des chômeurs. Et ce sujet-là est totalement invisibilisé. Il y avait eu un rapport du CESE en 2016, dont la rapporteure était une camarade de la CGT, mais depuis, quasiment rien. Et déjà, dans ce rapport de 2016, il était dit qu'il y a 14 000 morts qui sont imputables au chômage par an, entre suicide, addiction, accidents, etc. et autres. Et en fait, ce que montre Dominique L'Huillier, c'est extrêmement intéressant et terrifiant en même temps, c'est qu'en fait, d'abord, chômage, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a énormément de gens qui, en fait, passent par chômage, précarité, problèmes de santé, et tout ça s'amplifie, même chez des jeunes. Et donc, elle dit, par exemple, à la création de Pôle emploi, on a supprimé ce qui existait encore moribonde déjà à la NPE, la médecine de main-d'œuvre, l'équivalent de la médecine du travail, qui est déjà elle-même dans un sale état pour les salariés en emploi, qui n'existe pas. Il n'y a aucun prof qui a passé de visite médicale, par exemple, dans l'éducation nationale, ou une fois tous les 20 ans. Et bien pour les chômeurs, c'est encore pire. C'est pour ça que dans leur truc sur le RSA, j'en parlais tout à l'heure, tu vas avoir droit à un petit truc où tu vas avoir un médecin de temps en temps. Bah oui, on a fermé ton hôpital, tu n'as plus rien. Mais là, il n'y a plus de médecine du travail. Mais de temps en temps, on va aller voir si tu es apte à aller bosser quelques heures dans une mission d'intérim très courte. Donc cette question de santé, on était très contents, et Dominique L'Huillier en particulier, qu'on arrive à le porter devant les médias. Et je vous conseille de lire son livre qui est dans mon sac, que je vous montrerai, et de regarder, parce que c'est une étude de cas. C'est très très intéressant. Et quand je disais les 14 000, pardon, mais c'était avant les réformes Macron. Oui, je voudrais savoir que répondre à des personnes qui disent « Ok, Macron baisse les emplois dans le public, mais il a largement augmenté les emplois dans le privé grâce à une réindustrialisation incroyable. » Et voilà, par dire « Ah non, c'est pas vrai !» Oui, tous les arguments. Et puis quels sont donc les arguments de droite? Est-ce que c'est possible d'en avoir quelques-uns contre la réforme de l'assurance chômage? Alors, sur les chiffres de l'emploi et sur la réindustrialisation. D'abord, réindustrialisation, quand on regarde dans le détail, d'abord, il y a eu un peu plus de création de métiers de service. Donc, par contre, on laisse filer des fleurons stratégiques. Vous avez vu des sujets comme ce qui s'est passé sur Val-d'Une, où on a sauvé la moitié de l'entreprise, la seule entreprise qui fabriquait des roues et des essieux de train. On a gardé la moitié des deux, je ne sais plus si c'est les roues et les essieux. Il y a plein d'autres de postes stratégiques comme ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le Covid avec plus aucun endroit pour fabriquer du paracétamol en France, quoi. Alors, sans parler de vaccins qu'on n'a toujours pas eu dans le pays de Pasteur, quoi. Par exemple, à Sanofi, entreprise au départ publique, qui a supprimé la moitié des postes de chercheurs tout en touchant des milliards de crédits impôt recherche, donc sans condition.
Alors, maintenant, les chiffres des créations d'emplois, c'est les rois de l'enfumage. Là, j'ai encore entendu dire le gouvernement a créé 2,5 millions d'emplois. Puis la phrase d'après, l'interview d'après, c'est grâce au gouvernement, 2,5 millions de personnes ont retrouvé un emploi. Bah, dans ces cas-là, on aurait dû passer de 6 millions à 4 millions à France Travail. Parce que les statistiques, elles sont en ligne. Hein. On te dit il y a 3 millions de chômeurs, mais on regarde que ceux qui sont au chômage total. Il y a 6 123 000 personnes à la fin d'année 2023 qui sont inscrites. C'est juste en ligne, France Travail Statistiques. Il suffit de regarder toutes catégories confondues, France, Outre-mer. Mais par contre, c'est vrai que ça a baissé, ce total. Depuis 2015, ça a commencé à baisser. Alors bon, si c'est les chiffres de France Travail, il faut regarder les radiations. Elles étaient à 25 000 avant Macron, c'est plutôt 100 000 par an. Alors, il y a des radiations qui sont peut-être normales, des gens qu'il faut sortir des statistiques parce qu'ils ont retrouvé un autre boulot. Enfin, il y a quand même des radiations pas négligeables. Et puis, surtout, les 2,5 millions d'emplois, ben, quand tu leur demandes, alors, 2,5 millions d'emplois, combien de CDI à temps plein? Combien de CDI à temps partiel? Souvent, généralement féminin, 85%. Combien de CDD? De quelle durée? De 6 mois, de 4 mois, les missions d'intérim. Là, les derniers chiffres du chômage, dès qu'on creuse, c'est augmentation des licenciements, ce qui était plutôt en baisse, augmentation des licenciements, et augmentation des emplois très courts, de moins d'1 mois. Donc, il n'y a pas eu 2,5 millions de CDI à temps plein qui ont été créés. Il y a eu 2,5 millions de mini-jobs pour l'essentiel. Mais ça, ils ne veulent surtout pas rentrer dans ce détail-là. Voire même, ils sont en train d'envisager de changer les statistiques pour masquer encore le fait qu'il y a un taux de précarité complet. C'est d'ailleurs le discours de Macron, c'est « traverse la rue, bon, je vais te trouver un petit boulot de quelques heures. Et puis voilà, j'ai réglé le chômage. » C'est ça la réalité. Alors, il faudrait rentrer dans les détails. Ta deuxième question, pardon, je tutoie tout le monde, mais voilà. Les arguments, voilà. Ouais. Alors là, bon, il va falloir qu'on argumente évidemment, sérieusement. Évidemment, il y a des arguments de droit et c'est compliqué à trouver. Il faut faire bosser des juristes, mais on a des bons. On a déjà réussi à annuler à 2 reprises partiellement des réformes d'assurance chômage. Après, ils sont revenus. Évidemment, on va arguer de rupture d'égalité. Il y a des ruptures d'égalité énormes. Et puis des sujets autour du fait que qu'est-ce qu'on avait comme autre idée? Oui, que les arguments du gouvernement sont évidemment avant sur des arguments opposés. Maintenant, je me méfie du Conseil d'État depuis que j'ai vu des avis complètement différents entre juin 2021 et octobre 2021 avec 2 juges différents. Donc voilà. Et puis il y a un autre aspect, c'est qu'une partie de ce qui est fait au Conseil d'État, et le Conseil d'État il juge les décrets. Mais si c'est inscrit dans la loi, là il faut renvoyer au Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, c'est les statuts de CIR, la tête d'impression d'être au musée Grévin, j'ai acheté une fois une audience, Fabius, UP, tout ça, voilà, et quelques autres. Et bon voilà, enfin, on a vu ce qui s'est passé sur les retraites. Il est très à droite. Par exemple, là, il y a un décret où on a attaqué, il y a eu l'audience au Conseil d'État il n'y a pas longtemps. Ils ont refusé de transmettre au Conseil constitutionnel ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, parce que le problème était dans la loi, et pas dans le décret qui décline la loi. Le contracyclicité, c'est leur grand truc machin super chouette pour dire le chômage a baissé, donc on vous baisse la durée de 25%. Bon, le chômage a baissé parce qu'on a embauché des informaticiens à la Défense. Bah, le métallurgiste dont on a supprimé son emploi dans la fonderie, lui, on peut lui baisser ses droits. C'est bien connu, le chômage a baissé. Voilà. Mais pour l'instant, ces arguments, il va falloir qu'on bosse, qu'on creuse pour arriver à le dépasser. Dernière chose, pour donner un peu plus d'éléments, le Conseil d'État a aussi démontré, y compris dans ses décisions négatives, qu'il ne jugeait pas que en droit, qu'il jugeait aussi en opportunité. Tout ce qu'on est en train de faire là pour démontrer l'impopularité, l'inanité, l'injustice de cette réforme, ça joue. D'ailleurs, tout ce qu'on a fait, y compris hier, de faire parler des chercheurs, c'est des arguments qu'on amène devant le Conseil d'État parce que ça porte. Donc tous les débats et toutes les actions qu'on pourra mener, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des pierres. Franchement, je le dis, pas simplement pour faire du syndicalisme de base, hein, mais c'est des pierres qui nous permettent d'arriver à montrer, y compris de jouer pour le recours.
Un des arguments pour lutter contre cette réforme est porté aussi par des patrons. Moi je suis saisonnière et donc les patrons, ça les arrange le chômage tel qu'il est actuellement parce qu'ils peuvent récupérer des saisonniers d'une saison à l'autre qui reviennent. Le fait que les saisons ne puissent plus avoir le chômage entre les saisons font que participe du fait qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter. Donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on nous on le porte, la CGT. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire par rapport à comment construire les luttes chez les précaires, chez les CESO, chez les chômeurs, etc. Nous, on a pu lutter aux remontées mécaniques parce que on a la reconduction automatique. Et ça, ce serait quelque chose, si l'employé le souhaite, il est reconduit au bout d'une saison automatiquement. Et ça permet aux gens de se syndiquer et ça permet de construire des luttes. Et ça pourrait être porté par la CGT pour les autres saisons qui sont en hôtellerie-restauration et puis pour d'autres précaires. Mais Cécile, tu peux te présenter? Oui, oui. Cécile, déléguée syndicale aux remontées mécaniques diminuées. Et puis j'ai participé à un des conseils d'administration de l'UNEDIC. Voilà, c'est une de nos représentantes aux conseils d'administration de l'UNEDIC et on a trouvé justement très juste qu'une camarade des syndicats des remontées mécaniques qui se battent là-dessus puisse être au cœur de ces CA magnifiques. Mais bon, comme tout se passe par ailleurs au gouvernement, c'est important de mettre en lumière ce que tu viens de dire. Oui, je me faisais penser à un truc, mais tu as dit l'essentiel. Quelques interventions, je ne sais pas à quelle heure... Puis je répondrai à ta question, Michel. Je voulais peut-être juste réagir à la question du monsieur concernant un peu les agressions. Enfin, qu'est-ce qui se passe aussi derrière les guichets? Alors, moi, je travaille à la CAF et en fait, je voulais faire la comparaison avec la contre-réforme des allocations logement. Absolument. Qui a eu lieu pour faire 1 milliard d'économies et qui a généré à peu près pour la population, c'est 30% de baisse de droits. Nous, suite dans les accueils à la CAF, ce qui s'est passé, c'est une explosion de ce que l'employeur appelle incivilité ou agression. Alors tout ça avec différents facteurs, hein. Il y a aussi, nous, c'est le tout numérique, le CAF.fr, etc., les guichets qui sont... Enfin, un réel accueil qui est de plus en plus compliqué. Et surtout, ce que ça génère aussi, c'est l'incompréhension du calcul du droit, ou des créances, ou de ce qu'on doit, en fait, à la CAF. Et donc, ça génère vraiment aussi une division entre le salarié ou la salariée qui est là pour traiter des droits. Notre travail, c'est traiter des droits et les verser. Et toute une logique où, en fait, non, les droits baissent. Et donc, effectivement, vu que c'est une des premières prestations qui est versée et que c'est pour être maintenu dans son logement avec tout ce qu'on connaît de la précarité de l'accès et du maintien dans le logement, et ça génère effectivement des gens qui pètent les plombs et qui sont dans une souffrance sociale extrême. C'est-à-dire on est passé, je pense ça a dû exploser, je ne veux pas dire de sottise, mais c'est 3 fois plus d'agressions verbales au téléphone, dans les accueils. Donc en plus des salariés qui au bout d'un moment ne reviendront plus par exemple sur l'accueil sur rendez-vous. Parce que aujourd'hui tout est borné et donc on ne veut plus être comme l'ensemble des services publics et être tout le temps ouvert. Donc voilà, ça crée une division entre salariés et public pour qui on travaille. Et en plus, une baisse des droits et une souffrance sociale et une pauvreté qui est insupportable, en fait. Donc, de fait, ça va générer de la violence, une violence ou une agressivité qui est légitime, en fait, parce que c'est comment je boucle la fin du mois. Voilà. Et c'est sans rentrer sur tout ce qui va se jouer aussi sur le RSA, etc., etc., et qui va de toute façon... je pense, impacter l'ensemble du monde du travail, mais générer une pauvreté qui est déjà insupportable aujourd'hui. Et c'est 200 à 300 000 personnes qui vont être quand même privées d'accès aux droits. Et voilà. Et donc, oui, de fait, je pense qu'il y a une logique aussi derrière pour peut-être fermer des accueils davantage. Enfin bon, bref, ça, on le saura plus tard. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours été très méfiante sur qu'est-ce qu'ils souhaitaient mettre en place derrière. C'était quoi la énième étape, en fait. Je permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Toutes les prestations sociales sont visées par la même logique,
d'abord du tout numérique, de la fermeture des accueils, d'agents qui sont de moins en moins nombreux et de moins en moins formés pour répondre à une réglementation complexe et à qui on demande de faire le contraire de pourquoi ils ont été embauchés, c'est-à-dire de fliquer les gens plutôt que de les aider. Donc, d'ailleurs, y compris sur l'assurance chômage, c'est extrêmement net. C'est la même procédure pour les fraudeurs et pour les gens qui font une erreur de bonne foi. Est-ce que vous savez quel est le taux de fraude à l'assurance chômage? Combien? 3, 2? Bon, c'est 0,4%. C'est 0,3% aux prestations sociales en général, c'est autour de 0,3, 0,4. Ça veut dire qu'on fait des règles, pour 1000 personnes, il y a 4 supposés fraudeurs et il y a 996 personnes qui s'en prennent plein la gueule. Les systèmes de lutte contre la fraude, on peut lutter contre la fraude. Et d'ailleurs, la fraude, c'est souvent des patrons qui les organisent à dire « Tiens, je vais te déclarer un truc, mais comme je ne te paye pas tout, tu vas aller avoir les prestations derrière. » Mais la majorité des gens sont de bonne foi. Et quand ils ont oublié de déclarer une période, c'était pas pour tricher. C'est juste qu'ils ont oublié de déclarer ou peut-être qu'ils n'avaient pas le papier par son employeur. Et il y a carrément des algorithmes qui pistent les fraudeurs. Là, il y a eu le scandale à la CAF. Les familles monoparentales, il y a plus de fraudeurs parmi les familles monoparentales. Donc, on va cibler toutes les familles monoparentales, qui sont très généralement des femmes seules avec enfants. Les étrangers, alors c'est pas dit comme ça, mais bon, les gens qui habitent dans tel quartier, il y a plus de fraude, nanana. Bon, voilà, c'est exactement ça, le contrôle social. Et c'est organisé, c'est écrit, parce qu'évidemment, ce n'est pas la machine qui l'invente toute seule là-dessus. Et pardon, je viens de retrouver ce que je voulais dire après Cécile. Oui, effectivement, il y a des employeurs qui disent ça. Alors, il y a une chose à regarder, hein, c'est qu'il y a sans doute des emplois pour lesquels on n'arrivera pas à avoir des CDI pour tout le monde. Bon, on connaît pour les intermittents du spectacle, même s'il y a des combats pour obtenir des emplois pérennes dans des structures pérennes. On a fait condamner un de nos syndicats, Patrick Lelay, l'ex-patron de TF1, pour l'abus de contrat à durée déterminée sur une activité qui était pérenne et permanente, filmer la météo tous les jours. Donc ça, j'adorais dire ça au MEDEF. Vous avez raison, on lutte contre la fraude à la CGT, on a fait envoyer en garde à vue votre pote. Mais c'est sûr qu'à la saison, il n'y a pas de la neige toute la journée, toute l'année. Ça se réduit même. Donc, forcément, il faut trouver des systèmes. Alors, il y en a qui abusent, les employeurs qui abusent, et il faut des droits pour tous les précaires. On a des chaînes d'intérimaires, je crois bien que c'est Philippe qui m'avait appris ça il y a quelques années, où il y a plus de 60-70% d'intérimaires sur une chaîne de Renault, par exemple. Mais dans tous les cas, il y a un certain nombre d'endroits où c'est le collectif des précaires des festivals de cinéma. Forcément, ils passeront d'un festival à l'autre avec des périodes de chômage entre les deux. Donc ça, c'est sûr qu'on peut... C'est pour ça qu'il y avait des annexes. Hein. Au départ, c'est venu comme ça, les annexes pour les travailleurs de la production cinématographique. C'était... ils arrivaient à avoir les heures, mais il fallait qu'ils les aient avec plusieurs contrats. C'était juste ça le principe. Puis à l'époque, dans les années 60, il y avait que les techniciens du cinéma qui étaient dans ce cas-là. Et ensuite, on a eu le chômage de masse et le développement de la précarité. Et comme le montrent les travaux de Mathieu Gagoire et Claire Vivès, c'est sur les précaires qu'on a d'abord commencé à taper le plus fort, sur ceux qui avaient le moins de moyens de baisser. Jusqu'en 2020, les droits n'ont baissé que pour cela. Et puis est arrivé Macron, il a continué ça d'abord, 2021. Et puis depuis 2023, il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque à tous les chômeurs, y compris ceux qui ont été licenciés après un CDI. Et évidemment, derrière... tout ça, ça se combine avec les réformes du Code du travail. Oui, bonjour. J'ai remarqué un truc, moi, quand Macron et ses copains parlent de leur politique au pluriel, ils ne font pas de lien entre les différentes politiques. Ils vont parler de... on va faire le plein emploi, on va sauver la planète et faire la transition écologique, on va sauver l'hôpital. Alors bon, déjà, quand il dit je vais sauver quelque chose, en fait c'est pour le défoncer. Sauver la planète, il liquide le fret ferroviaire, sauver l'hôpital, pas de commentaire. Et puis le plein emploi, ce midi, je l'entendais à sa conférence de presse, il n'a pas parlé de plein emploi, en fait il a dit on lutte contre l'inactivité. Ah oui. Donc, sous-entendu, l'inactivité, on n'est pas très loin de feignant, quoi. Bah oui. Bref. Ce que je voulais dire sur le lien entre les différentes activités, c'est si on parle du réchauffement climatique, des problèmes environnementaux, bon, c'est des problèmes sérieux, même très très sérieux. On a eu une grande réunion à la CGT à Montreuil il n'y a pas longtemps pour parler de ça, et on a tous fait le constat qu'en fait,
si on veut vraiment s'attaquer à ça à bras-le-corps, et il faut, parce que c'est vital, on doit transformer profondément notre société, la façon dont on produit, la façon dont on vit, etc. En fait, ça paraît quand même assez aberrant, au moment où on a besoin de faire ça, de dire on va liquider en fait, ou réduire très fortement le système d'assurance chômage qui fait que les travailleurs qui doivent changer de boulot, se reconvertir, etc., eh ben, ils ne sont pas mis dans la panade. Voilà. En fait, on aurait besoin, au contraire, bien sûr, de sécuriser les parcours des travailleuses et des travailleurs pour qu'ils puissent justement faire une autre activité. Donc en fait, on se tire carrément une balle dans le pied, même c'est un vrai frein de faire ça aujourd'hui. Absolument d'accord. Et évidemment, nous, on est d'accord pour supprimer l'assurance chômage à la CGT. Je l'ai dit un jour dans un journal de l'intérim. Ça avait valu c'était une petite provocation. Mais oui, si on a une sécurité sociale professionnelle où on t'assure que de toute façon, tu as un maintien de ton salaire, tu as un maintien de tes droits à la sécurité sociale et complémentaires, puisque maintenant, pour l'instant, c'est scindé, et autres, et que tu as le droit à la formation, du coup, et tu as le droit de partir d'un emploi, il n'y a plus de chômage volontaire, involontaire, tu vas te former, parce qu'on nous a dit, ah non, mais il faut que vous, pendant les années, il faut vous habituer à changer de boulot. Ah bah oui, mais si la personne veut changer de boulot, elle, ça, je ne pas la bannière, et tu es transformé en démissionnaire, donc tu n'as pas de droit. Bah, juste, je suis vraiment d'accord avec toi, mais ça se traduit. Alors, la politique, elle est cohérente quand même. Hein. Ils imaginent qu'il pourrait y avoir une part d'emploi qualifié, mais il n'y a pas besoin d'assurance chômage pas trop longtemps. Et puis, il y a une part d'emploi très, très déqualifié. C'est ce qu'ils font, y compris avec le développement. Parce que derrière l'histoire du remonter le seuil à 1 an pour tous les précaires, il y a un discours sous-jacent qui est de dire la retraite, on a repoussé. Hein. D'ailleurs, ils encouragent le discours, la retraite, je ne suis pas sûr d'en avoir, mais bon. En tout cas, la retraite par répartition. L'assurance chômage, vous n'en avez plus. Pourquoi vous embêtez mettez-vous auto-entrepreneur. Vous aurez un petit net un petit peu supérieur. Et tu te retrouves avec des emplois où même les boulots qu'on avait nous comme quand on était étudiant, c'est devenu des boulots auto-entrepreneurs. Ma fille embauchée dans une friperie, ah ben non, mais fais un contrat d'auto-entrepreneur. Et ça, c'est partout. Et donc, c'est là qu'il faut qu'on commence à ce niveau-là aussi, il faut qu'on arrive à lutter. Merci. Alors, justement, pour rebondir là-dessus et pour garder un œil sur l'utopie, moi, j'ai une question un petit peu naïve. Est-ce qu'il y a encore des gens à gauche qui réfléchissent et qui portent les travaux de Bernard Friot, qui étaient relayés par Mathieu Grégoire il y a une dizaine d'années, dont on parlait pas mal à l'époque, justement, sur cette notion de salaire à vie, qui est une notion très utopique, qui a été proposée par Friot, justement, pour lutter contre un modèle de travail salarial absolument unique, et qui proposait de créer un statut du travailleur en prenant en compte des périodes de travail et des périodes de autre travail, en fait, de sortir de cette notion de chômage qui est vue comme absolument stigmatisante aujourd'hui, et aussi pour sortir de cette notion de travail salarié unique et délétère qui produit les effets qu'on constate aujourd'hui, quoi. Écoute, tu me fais très plaisir en parlant. Alors, bon, Bernard Friot est sympathique, il défend son projet, mais défendons déjà notre projet en tant que CGT. On a une sécurité. Alors, on ne l'a pas assez défendu pendant quelques années, je dois le dire, et nous sommes chargés de réactiver ce projet de nouveau statut du travail salarié. Il y a une notion qui est proche du salaire à vie que défend Friot. Il y a une notion, à mon avis, supplémentaire. D'abord, que ce soit le salaire à vie de Friot ou le NSTS, le nouveau statut de travail salarié, c'est déjà un bon instrument de débat face à la question revenu de base. Pourquoi je dis face ? C'est que je suis sûr que des organisations qui défendent le revenu de base ont parfois des bonnes intentions, mais il y a une version du revenu de base qui est de droite, qui a été mise en place en Finlande, et qui d'ailleurs qui est assez proche du macronisme, qui est de dire on va vous assurer un petit minimum pour éviter la jacquerie, pour pas complètement crever de faim. C'était son premier projet sur le RSA, de faire un revenu universel d'activité, le RUA, mais un truc très très conditionné quand même à aller bosser, hein, parce qu'il y a plein de gens qui, j'ai oublié de le dire quand tu en as parlé, mais il y a un taux de non-recours au droit au RSA et à l'assurance chômage qui est phénoménal, qui est peut-être de l'ordre de 40-50% pour le RSA
et de l'ordre d'un tiers aussi sur l'assurance chômage, après des études qu'on a mis des années à les obliger à faire et qu'ils ont cachées pendant la campagne présidentielle. Donc, effectivement, il doit y avoir un droit. Et pourquoi est-ce que ce qu'on propose est, à mon avis, plus fort, c'est que ce n'est pas seulement un revenu de base minimum, c'est on dit on doit continuer le salaire, et que ton salaire, il progresse, y compris qu'on doit être rémunéré pendant les études, pour que tu aies déjà un travailleur en formation et que tu progresses jusqu'à un salaire continué qu'est la retraite. Mais il y a aussi des droits qui sont attachés, qui ne sont pas que du salaire, c'est le pouvoir de décider. Si on a si on conserve le droit, par exemple, qui est pour l'instant très insuffisant chez les représentants du personnel, de décider, d'avoir un droit de regard sur la conduite de l'entreprise. Pourquoi est-ce que les précaires n'y ont pas droit? Pourquoi est-ce que des gens qui sont partis en formation à un moment sortent des effectifs si on les vire? Il y a toute cette question-là qu'il faut poser, ce qui est une question aussi politique, et une question de démocratie sociale. C'est des débats un peu passionnants. Je me rappelle avoir eu ce débat pendant l'occupation de l'Odéon avec un certain Jean-Luc Mélenchon. Il était très intéressé, mais au moment où on passait sur, je ne sais pas pour faire bâcher les Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il a dit ce soir à la télé, là, bon, mais j'espère bien que la gauche va gagner, mais quand on pose la question de qui gère, par exemple, les droits, est-ce que c'est un État même de gauche, un gouvernement même de gauche dans un État, ou est-ce que c'est les travailleurs aussi qui s'emparent, comme l'était à la création de la sécurité sociale, les administrateurs élus? Et ça, c'est une question aussi très importante, c'est comment on ne délègue pas... une partie des choses relève de la loi, mais on ne délègue pas toute la question des affaires sociales. Alors ça me permet de rebondir sur la question de Michel au passage. L'UNEDIC est un organisme paritaire, très imparfait. On s'est battu contre ça, la création, la CGT est contre, parce que ce n'était pas dans la sécurité sociale. Sauf que, de fait, comme on a été sorti ou mis sur des strapontins dans tous les organismes de sécurité sociale, l'UNEDIC reste un endroit où on n'est pas encore complètement viré. Surtout qu'en ce moment, on s'entend plutôt bien avec... Je suis beaucoup battu avec l'ancienne direction de l'UNEDIC. Mais la direction actuelle, c'est la seule, par exemple, à nous sortir des études. Il a fallu défendre le directeur de l'UNEDIC en 2022. Il y avait eu un 2021, fin 2021-2022. Je vous raconte une anecdote que vous avez le droit de sortir dans la presse si vous voulez. J'ai déjà raconté. Déjà, sur les réformes d'assurance chômage, le gouvernement ne donnait pas d'impact. Et il n'y avait que l'UNEDIC qui disait ça fait tant d'économies sur tant de personnes et autres. On l'avait prévu avant et il le confirmait. Le directeur de l'UNEDIC le raconte à l'association des journalistes de presse sociale. Donc, ce n'est pas le journal de TF1. Bon, c'est plutôt les gens qui connaissent bien le sujet. Là. Et puis, il y en a qui publient des articles. C'est dingue, les journalistes qui font leur boulot. Et ça arrive aux oreilles d'Elisabeth Borne, ça la met en difficulté. Donc, du coup, elle passe un coup de téléphone à Route Bézieux, dis donc, tu tiens pas tes troupes, là. Donc, du coup, la partie patronale qui siège à l'UNEDIC, le MEDEF, a commencé à foutre la pression et à essayer d'avoir le poste du directeur de l'UNEDIC. Donc, on s'est retrouvé à défendre le directeur de l'UNEDIC et dire, non, il a fait son boulot, que personne d'autre ne fait. Alors là, heureusement, on a fait un front syndical et on a empêché qu'il le débarque. Mais c'était pas loin, quand même. Donc la question de la formation est essentielle. D'ailleurs, on a eu déjà, il y a 3 semaines, le 17 mai, quand on sort des documents de l'UNEDIC, que tous les syndicats ont balancé, mais que j'ai commencé par balancer dans la presse dès le vendredi, dès qu'on les a eus, on a eu quelques jours après le droit avec du MEDEF qui dit « Ouais, c'est un document confidentiel qui sort ». Je dis « Confidentialité, rien du tout. Moi, je représente des gens à qui je rends compte. Donc, je ne garde pas les documents pour moi, sinon ça n'a aucun intérêt. » Il y a une dernière personne. Ça va créer ton danger. C'est pas une question. C'est une observation et c'est une suggestion. Je pense que le problème qu'on a pour monter les luttes, c'est que d'un côté, les précaires, et c'est les précaires qui sont les plus touchés, sont très très peu en situation de lutter, du fait même de leur précarité, et que ceux qui sont en voie de précarisation ne se rendent pas compte du fait que ça va leur tomber dessus. Et actuellement, on le sent, l'illusion
de se sentir protégé de cette précarité. Pour moi, cette loi que j'appelle la loi pleine misère est en réalité un tentacule de ce que j'appellerais même pas une pieuvre, parce qu'une pieuvre n'a qu'un tentacule, et je pense qu'on en a plus dans ce cas-là, qui est un projet délibéré, calculé, cohérent d'augmentation de la précarité dans le corps social. Ça touche à la précarisation du logement, ça touche à la précarisation des aides sociales, ça touche à la précarisation du statut des travailleurs étrangers, avec les non-renouvellements des titres de séjour et des autorisations de travail, y compris dans les départements comme l'Isère, où il est impossible d'accéder à la liste des métiers en tension. On ne peut pas en avoir communication. Et quand on en a une communication, les camarades que nous connaissons au ministère du Travail nous disent que c'est du complètement bidon ce qu'on a. Ça touche à le fait de pousser les gens vers des métiers qui sont des métiers hachés, donc des métiers à temps partiel, des métiers avec des CDD, des métiers avec des horaires à la con, etc. Et globalement, on en arrive à une paupérisation progressive de la population qui la rend de plus en plus soumise. Par rapport à ça, je ne convoque pas Karl Marx parce que je considère que c'est quelque chose qui est consubstantiel aux sociétés humaines. Je convoque Aristote, donc je suis 4 siècles avant Jésus-Christ, et oui quand même, hein, qui disait « Il est de l'intérêt du tyran d'avoir un peuple pauvre, car le peuple sera tellement occupé aux tâches quotidiennes qu'il ne cherchera pas à compléter. » Et c'est peut-être par cette prise de conscience qu'on arrivera à amener dans les luttes des gens qui ne sont pas encore précarisés en leur faisant prendre conscience de l'illusion qu'ils ont d'une sécurité qui n'existe plus. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec la citation d'Aristote, mais quand même Karl Marx aussi, parce que Karl Marx a quand même bien théorisé l'armée de réserve du patronat qui doit être pressurée à fond. Mais juste pour terminer, hein, moi je pense qu'ils sont allés trop loin et que là on a une occasion de se rendre compte de ce que c'est. C'est la première fois que je vois, même d'ici, hein, autant de monde en train de se poser la question. Alors je sais que le contexte il est particulier, mais y compris du côté presse, je vous donne quelques signes. Hein. Sur l'assurance chômage, d'habitude on n'intéresse que des spécialistes qu'on a cités. Tu peux parler de Mathieu Grégoire, ça fait des années qu'on travaille avec. Il a commencé sur les intermittents comme nous. Sa thèse a commencé là-dessus. Mais là, par exemple, je vous donne 2-3 exemples. Le comité d'orientation le conseil d'orientation de la jeunesse, qui est un truc qui dépend du Premier ministre. On fait un communiqué de presse contre la réforme d'assurance chômage. Un institut de recherche qu'on avait contacté en 2017 pour travailler sur les questions de santé aux chômeurs, on parlait de suicide et autres, nous ont d'eux-mêmes relancé pour lancer une étude là-dessus il y a 2 semaines. Ils ont retrouvé le courrier de 2017 auquel ils ont répondu. Là, on n'a pas les moyens de répondre. Ils ont envie de répondre là-dessus. Je pense que là, on est arrivé à un point où tout le monde se rend compte, d'abord parce qu'il s'attaque à tout le monde. Il ne s'attaque pas seulement aux précaires. Là, il est en train de taper sur tout le monde sur la durée. Qu'en plus, le chômage, ça se fait au moment où le chômage est plutôt en train de remonter. Et il y a plein de gens qui savent qu'il y a des plans sociaux qui se préparent. Et puis c'est beaucoup plus concret de savoir que tu as 1 an ou 15 mois, que 36 mois, tout le monde se dit « j'aurais retrouvé ». Mais 15 mois, c'est très concret de se dire l'année prochaine, je n'aurai peut-être plus rien. Donc et puis qu'il y a de plus en plus de monde touché dans les parcours. Donc je pense qu'on est arrivé à un point de rupture qu'ils n'ont pas vu venir et il faut qu'on continue à discuter de ça. Et ce qui nous permettra y compris, je suis d'un optimisme par choix, mais je pense franchement que ce décret, on va finir par le faire tomber. Donc pour les gens de la culture et tous les autres, rendez-vous demain midi à Félix Poulain pour le happening, action, contre les coûts budgétaires, pour la réforme de l'assurance chômage, l'attaque contre le service public audiovisuel. Et puis samedi, réservez votre samedi à parler à tout le monde, il faut qu'on soit des milliers à Grenoble.
une gigantesque manifestation qui sera le début de quelque chose probablement. Voilà, et on peut peut-être dire qu'on reste à votre disposition au niveau de l'union locale aussi, si vous êtes privé d'emploi, précaire ou autre, justement pour s'organiser comme il faut face aux enjeux. Merci à tous et toutes pour votre attention. Merci encore Denis d'avoir été là. Merci de l'invitation. Malgré l'agenda. Il y a des choses que j'ai fait sauter, mais ça je ne pouvais pas le faire.